De retour dans l'Africa News pour la deuxième partie. Notre consultant sportif Sami Mochtabi nous a rejoint. Bienvenue Sami. Merci, bonsoir. Et nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Alfred Chango et Samuel Gembok. Tout de suite le dossier du jour. La Guinée équatoriale accueille à partir du 17 janvier prochain la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Le Zalang national est de fait qualifié d'office. Elle avait pourtant été écartée dès les éliminatoires. C'est donc un véritable défi qui attend l'équipe. Un reportage de notre correspondant Serge Kofi. La participation de la sélection équato-guinéenne, le Zalang national, à la Coupe d'Afrique des Nations de football de 2012 a fait rêver des milliers de jeunes équato-guinéens. Une fois éliminé au premier tour de cette compétition continentale, le pays a montré qu'au niveau national et régional, le football équato-guinéen souffre d'un manque de visibilité et de professionnalisme. Chaque fois que l'équipe nationale participe aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est en tant que pays organisateur. Elle n'a pas réussi à se qualifier à la CAN 2013 en Afrique du Sud et a également échoué lors des dernières qualifications de 2015. À la dernière Coupe de la CEMAC, l'équipe s'est arrêtée au quart de finale. Des contre-performances qui interpellent plus d'un. Je crois que notre football est encore amateur. Ceux qui pratiquent le football dans notre pays ne sont pas essentiellement des footballeurs de profession. Ils sont des étudiants, des journalistes, des juristes. Le football sera réellement professionnel que lorsque les gens en feront une vraie profession. Pourtant, le football équato-guinéen ne manque pas de moyens. Dès 2011, le pays a bénéficié d'infrastructures. Dans chaque district, existe un stade et des édifices sportifs capables d'accueillir des amoureux du ballon rond. En 2010, le gouvernement avait investi 800 millions de francs CFA afin de relancer le football. Au niveau du championnat national, on compte 20 équipes en tout. Mais il n'existe pas encore de championnat de Ligue 2 qui pourrait servir qualitativement de base pour la Ligue 1. Un constat qui plombe véritablement le rendement du football équato-guinéen. La maladie du football équato-guinéen, c'est l'absence d'un football de base. Et parce qu'il n'y a pas de base, notre football n'évolue pas. Parfois, la ligue commence et cela ne se termine pas. Il y a des échéances pour lesquelles les autres ligues finissent. La nôtre n'est pas capable d'avoir une date fixée du début et une date de fin. C'est vrai qu'il y a une ligue, mais qu'est-ce qui se passe après? On le voit lorsqu'une équipe de Guinée est qualifiée à la Ligue des Champions, c'est souvent 2-0 et parfois même plus à chaque match. De plus, nos équipes n'ont jamais passé le premier tour. Les efforts du gouvernement équato-guinéen sont constants en ce qui concerne la mise en place d'un football de qualité. Cette manne a détérioré les relations ces dernières années entre la fédération et le ministère des Sports. L'un accusant l'autre d'ingérence dans ses affaires. Un climat qui n'a pas toujours favorisé l'essor d'un football de qualité. Le ministère de la Jeunesse et des Sports respecte les normes internationales, l'autonomie de la fédération. Mais bien sûr, étant donné que le gouvernement finance la fédération d'une partie, le gouvernement doit aussi exiger l'utilisation du montant qu'il donne à la fédération. Quand l'État voit qu'il y a quelque chose, quelques secteurs qui ne marchent pas, l'État doit contrôler. Aujourd'hui, les critiques visent l'équipe nationale. Lors de la CAN 2012, comme aujourd'hui, on parle d'équipe des Nations Unies du fait de la présence dans la sélection de plusieurs joueurs d'origine étrangère. C'est cette réalité qui a coûté aux Zalans sa qualification pour la CAN 2015. La Guinée équatoriale avait été disqualifiée pour avoir allié un joueur d'origine camerounaise, Thierry Fidieu. Pourtant, c'est cette même sélection qui devra jouer la CAN 2015 puisque qualifiée d'office en tant que pays organisateur. Lorsque la Guinée équatoriale a été disqualifiée contre la Mauritanie lors de la qualification de la CAN 2015, on a tous laissé tomber. Notre problème ici, c'est qu'une fois que l'équipe est disqualifiée, on laisse tout tomber. On ne fait plus rien. L'unique sélection qui ne joue pas de matchs amicaux, c'est la nôtre. Comment peut-on savoir si un joueur est bon s'il ne joue pas de match? Notre équipe nationale jouera cette compétition parce que c'est l'équipe haute de la CAN. Je ne veux pas être pessimiste, mais comme analyste sportif équato-guinéen, je ne vois pas notre équipe à 100% prête parce qu'elle n'a disputé aucune compétition. À moins d'un mois de la compétition, on ne connaît pas l'ossature exacte de l'équipe. L'espoir du football équato-guinéen vient d'une initiative, celle d'un homme d'affaires, Candido Nsou Okomo. Ce passionné de football a choisi de changer l'univers du football équato-guinéen par la base. Il a créé Kano Sport Academy, une école de football installée à Malabo depuis février 2014. Sa mission, recruter et former des élèves au ballon rond afin d'en faire des professionnels. Les joueurs qui sont formés par notre académie seront le futur de notre sélection nationale. Le pays bénéficiera des jeunes qui sortiront d'ici
pour aller jouer en Europe. Une fois qu'ils joueront en Europe, quand ils rentreront, ce ne sera pas seulement à notre bénéfice, mais aussi au bénéfice du pays, car les jeunes joueront pour la sélection avec un bon niveau. La Guinée équatoriale peut aller de l'avant avec ces jeunes. Les ambitions affichées sont claires. Doté d'infrastructures telles que ce centre d'entraînement neuf et moderne, le Kano Sport Academy forme des jeunes de 12 et 18 ans en alliance sport et études. Pour cette première année, le Kano Sport Academy a signé un accord de parrainage avec le Sporting Club du Portugal. Objectif, apporter une contribution pédagogique. C'est un projet que nous avons commencé avec des amis après avoir fait une étude de 2 ans à l'extérieur du pays afin de connaître les modalités et étudier le football de base dans d'autres pays. Nous avons pris l'exemple de quelques pays africains et européens pour réaliser ce projet. L'objectif pour nous est d'avoir de jeunes équato-guinéens qui un jour pourront se convertir en joueurs professionnels et avoir une sélection de natifs composée de joueurs qui sont nés et ont grandi en Guinée équatoriale. Malgré l'immense potentialité de talent dont regorge la Guinée équatoriale, elle ne progressera que si les dirigeants s'adaptent à la mondialisation. La question des jeunes joueurs mineurs, le manque d'engagement syndical des joueurs professionnels, l'absence d'anciens professionnels dans les institutions sportives, l'immixtion de l'État dans la gestion des fédérations sportives, la question des binationaux et la mise en place d'un championnat professionnel. Ce sont surtout tous ces grands défis qu'il faudra relever pour que le football équato-guinéen connaisse un rayonnement international. Samy, sans véritable préparation, est-ce qu'on peut dire que les chances de cette équipe équato-guinéenne sont minces ? Mince, oui, mince. Malheureusement, je pense que c'est le terme adéquat. Même avec une préparation, je ne suis pas sûr que la sélection équato-guinéenne puisse dépasser le stade des poules. En 2012, par un grand coup de chance, ils ont réussi à passer. Ils sont allés en quart pour leur première participation. Que de la chance ? Personnellement, je pense que c'est plus un gros raté de l'équipe du Sénégal à l'époque dans cette poule qui a fait que la Guinée équatoriale soit passée en quart de finale. Cette année, on peut dire leur chance, c'est d'être tombé dans la poule la plus faible. On a le Congo de Claude Leroy, le Burkina Faso qui est quand même finaliste en titre et le Gabon, voilà, emmené par Aubameyang. Ça va être très difficile. Clairement, au niveau, c'est quand même une équipe composée de beaucoup de joueurs amateurs, beaucoup de naturalisés, mais c'est pas assez pour faire, pour créer un vrai collectif capable de gagner sur la durée et sur une compétition avec un niveau aussi élevé que la CAN. Alfred, vous êtes d'accord avec Samy ? Ce que Samy vient de dire est tout à fait la photographie de la situation de l'équipe nationale de Guinée équatoriale. Mais ils ont un entraîneur qui s'y connaît quand même en foot, Goicoechea, qui est un célèbre footballeur barcelonais de l'époque, espagnol. Et donc, effectivement, quand on lui a posé la question du rattrapage de son équipe, il a dit on fera avec les moyens dont on dispose, mais en réalité, c'est pour vraiment l'avenir, c'est pas cette canne-là. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui est intéressante, c'est l'idée de commencer par la base, c'est-à-dire par ces centres de formation. Mais l'âge des jeunes qui sont recrutés, 12, 14 ans ou 18 ans, c'est un âge avancé. Tout à l'heure, j'entendais la même discussion autour de la Fédération marocaine de football avec Méric Rimo et puis les membres de la fédération pour dire mais le Maroc est exactement dans la même situation, c'est-à-dire l'équipe nationale. On attend toujours la dernière minute pour commencer à préparer. Il n'y a pas de centre de formation, même si ça commence à exister. Si on prend l'histoire de cette équipe nationale du Maroc, ça fait un moment qu'elle n'arrive pas à franchir, par exemple, les quarts des finales. Donc, c'est pas mieux de ce côté-là. Évidemment, et pourtant, il y a des équipes comme le WAC ou le Raja qui vont dans les compétitions continentales assez loin. Je pense effectivement que en Guinée équatoriale, là, c'est vraiment, on est à la naissance de quelque chose. Ça a été un coup de chance, effectivement, en 2012. Cette fois-ci aussi, c'est un coup de bol. Qu'ils arrivent justement à être récupérés. Et puis, le gros problème, c'est qu'on a voulu créer une équipe de briques et de broc
rapidement. Et c'est cette question des naturalisations. En réalité, il suffit simplement d'avoir séjourné quelque temps en Guinée équatoriale ou d'avoir demandé la naturalisation en tant que footballeur, pour que ça se fasse dans les 6 mois qui arrivent. Et pour le Camerounais qui a joué, qui a entraîné l'élimination, c'est qu'il n'avait pas effectivement obtenu sa licence. Donc tout est à refaire. Et puis ce conflit entre la fédération et puis le ministère montre effectivement, mais ça n'est pas spécifique à la Guinée équatoriale. C'est un peu le propre de toutes les fédérations. Je ne parlerai pas de la fédération camerounaise de football où on sait effectivement les milliers de problèmes qu'il y a justement de la fédération et le ministère. Donc c'est presque tout le football africain qui connaît ces genres de soucis. Samuel, justement, votre avis sur cette sélection équato-guinéenne? Oui, je pense qu'il faut accorder des circonstances atténuantes à la Guinée équatoriale. Ce d'autant plus que la Guinée équatoriale n'a jamais été une grande nation de football. Elle sort de très loin, on n'en parlait même pas quand on parlait de football. Et même les centres de formation en Guinée équatoriale ont à peine 5 ans. Et ils n'ont pas eu de véritables stars dans le domaine du football à l'international qui puissent attirer au moins l'attention sur ce pays. Donc ce sont des éléments sur la scène internationale qui ont un préjudice important sur la politique nationale, sur les questions, sur les petites querelles entre le ministère, le gouvernement et la FECAFOOT. Je pense qu'il faudrait peut-être que le gouvernement soit un peu plus flexible, même s'il y a des fonds importants qui sont alloués dans le domaine du football. Il faut une libéralisation de ces secteurs qui puisse permettre d'apporter l'espérance. C'est la fédération guinéenne. Enfin, pas la FECAFOOT. Voilà. Tu vois que je suis absorbé par cette question. Voilà. Donc, la fédération guinéenne doit aussi s'ouvrir à l'international, développer des partenariats avec d'autres fédérations les plus importantes du monde. Je pense que sur ce plan, beaucoup a déjà été fait. Mais ce qu'il faut retenir en fin de compte, c'est que c'est un pays qui sort de loin et que tout ce qui est fait en moins de 5 ans est formidable. Ils ont pu mettre en place des infrastructures de sport, de football quasi modernes. Et beaucoup de pays en Afrique, même les plus grandes nations de football, n'ont pas autant de potentiel. Donc ce sont des choses qu'il faut saluer et espérons que la politique qui est mise en place pourra porter ses fruits dans les années à venir. Le football, pour qu'on puisse s'inscrire à l'international, il faut un parcours, il faut du temps et il faut former des jeunes aujourd'hui. Ceux qui sont dans le football de base ont à peine 5, 10, 15 ans et il faut attendre peut-être 5 ou 10 ans encore pour voir comment, pour évaluer le niveau de performance réalisé par la Guinée équatoriale. Samy, qu'est-ce qui manque aujourd'hui au football équato-guinéen? La formation, la professionnalisation? C'est clairement un football en voie de développement. On l'a vu, ils apportent beaucoup d'argent, ils ont construit de très beaux stades, dont le stade de Bata, qui n'a rien à envier au plus beau stade africain, c'est vraiment un stade magnifique. Mais c'est encore un petit pays. Oui, clairement, la professionnalisation du championnat équato-guinéen serait déjà, comment dire, une priorité. C'est un football de club qui n'a rien prouvé sur le continent. On l'a vu dans le reportage, ils se font souvent éliminer au premier tour. Aucun sacre continental de leur histoire, malheureusement. Donc c'est vrai que voilà, c'est un football en développement qui devrait peut-être s'inspirer du football féminin équato-guinéen qui est très très bon depuis 4-5 ans. Il reste sur un titre en 2008, en 2012, une finale en 2010. Maintenant, ça reste du football féminin qui est beaucoup moins développé en Afrique. Le niveau est beaucoup plus homogène. On n'a pas de grandes nations qui ont pris énormément d'avance. Donc c'est plus facile de briller dans cette compétition. Alors pourquoi ça fonctionne mieux dans le football féminin équato-guinéen que dans le football masculin? Puisque justement la concurrence est moins forte et tout le monde est à peu près au même niveau, puisque c'est clairement un football qui se développe dans toute l'Afrique. On n'a pas encore vraiment de grosses nations africaines au niveau du foot féminin. On a le Nigeria, le Cameroun qui est en finale récemment. Heureusement que les féminines sont là. Mais c'est un football, vraiment, le niveau est encore homogène, donc c'est encore possible de se montrer avec peu de formation et peu de moyens. Donc c'est pour ça que la Guinée équatoriale a réussi à obtenir ces titres récemment. Maintenant, pour les hommes, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il y a des nations qui sont bien établies. Le fossé entre le football équato-guinéen et les grandes nations que peuvent être la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Cameroun, le football maghrébin, l'Afrique du Sud ou autres,
est énorme et ça va être difficile à combler en quelques années. Mais c'est un pays qui manque d'écoles de formation, de centres de formation. C'est un tout. Bien sûr, on l'a vu avec le centre Cano, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne nouvelle. En plus de s'associer avec le Sporting Portugal, qui est un très grand club européen, c'est une bonne chose. Mais c'est qu'un seul projet. On aimerait en voir plus. Et comme l'a dit mon confrère, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Malheureusement, c'est pas en 4-5 ans que l'on verra les résultats de ce travail. Alfred, de quel pays pourrait s'inspirer la Guinée équatoriale pour justement développer son football ? En Afrique, je dirais, la Côte d'Ivoire à une certaine époque avait justement des centres de formation où sont sortis la plupart des grands joueurs que nous connaissons aujourd'hui et même d'hier. Il y avait presque une tradition comme ça, des centres de formation de la SEC d'Abidjan, et donc effectivement aujourd'hui il y a un peu partout en Côte d'Ivoire. On va au Togo, il y a aussi des centres qui sont créés par Adebayor, il y a Jimmy Adjovi Boko, etc., les anciens footballeurs au Sénégal aussi. Je pense que tout passe effectivement par la création de ces centres de formation qui prennent les jeunes très tôt. Parce que, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'un peu partout en Afrique, les jeunes, ça tape au ballon dans la rue. Ce sont, j'allais dire, des jeunes enfants, des jeunes joueurs talentueux, mais qui méritent effectivement d'être disciplinés dans des cadres spécifiques. Donc, les prendre dès l'âge de 6 ans pour les amener, comme ça se fait ici, en France en particulier. À Auxerre, il y a ces centres de formation. À Lyon, aujourd'hui, la plupart des joueurs qui jouent dans un club comme Lyon sortent des centres de formation. L'Olympique de Marseille, mon club de cœur, donc justement, qui a aussi son centre de formation. Donc, il faut effectivement commencer par la football-études. Et comme ça, effectivement, comme Samy l'a dit, et puis Samuel, investir dans la durée. Parce qu'il n'y aura pas une génération spontanée comme ça. Donc il faut s'inscrire vraiment dans la durée, créer plusieurs centres de formation à travers tout le pays, faire des détections des jeunes pour les inscrire dans ces écoles-là et puis leur permettre justement d'évoluer. Alors la collaboration avec le Sporting du Portugal, c'est une très très bonne chose, mais il faut multiplier ces collaborations-là. Samuel, vous êtes d'accord? La formation doit être au cœur du développement du football équato-guinéen? Absolument. La formation est un maillon essentiel, si ce n'est primordial, de tout secteur d'activité. Si je devais prendre un exemple pour attirer l'attention des responsables du football guinéen, je leur demanderais certainement de se référer à l'Afrique du Sud, qui sortait de loin et qui a organisé une Coupe d'Afrique, qui l'a gagnée. Simplement, pour réaliser un tel score, il faut avoir une politique sportive d'urgence. Ça veut dire que si vous n'avez pas des nationaux qui sont capables de compétir à un niveau important, il faut développer une politique footballistique offensive vers des nations qui ont des footballeurs de talent. Et à ce moment, les naturaliser très rapidement. À partir du moment où le gouvernement s'implique dans la chose, il a tous les pouvoirs pour accorder la naturalisation de façon spéciale aux athlètes. Ils peuvent leur délivrer leur pièce d'identité, leur passeport à temps. Et donc, je pense que s'ils avaient réfléchi de cette façon-là, peut-être qu'ils auraient pu combler le gap, le fossé qui existe entre cette jeune nation de football et les autres grandes nations de football. Samy, on l'a entendu à plusieurs reprises dans le reportage, le mot amateur. Comment expliquer que ce football équato-guinéen soit encore amateur et pas professionnel ? Pour justement atteindre le niveau professionnel, il y a énormément de travail derrière. Et je pense que c'est ça aussi une clé, puisque le championnat local doit être un vivier pour cette sélection. Et quand on n'a que des amateurs, on nous l'a dit, des coiffeurs, des jardiniers, bon, c'est bien, c'est l'esprit football, mais si on veut gagner, si on veut être efficace, il faut professionnaliser ce championnat. Maintenant, ils sont à 20 équipes, avant ils étaient à 14. Le club principal, c'est le CD Ela Nguema, qui a 14 titres. Mais ça reste un championnat à très faible niveau, et même à l'échelle africaine. Donc voilà, c'est vraiment, il faut inculquer à ces jeunes joueurs. C'est plus que la formation, c'est toutes les spécificités d'un joueur professionnel.
Et il y a un manque d'organisation dans la fédération, un manque de financement. D'où vient le problème ? On l'a vu, il y a 4 stades. On va dire, il y en a 2 qui sont très bons. Les 2 autres sélectionnés pour la CAN, bon, 5000 et 4000 places, c'est très faible au niveau international. Donc oui, c'est des clubs qui sont en manque de moyens. Clairement, il y a un club qui dépasse de plusieurs têtes tous les autres clubs. Et le reste, oui, c'est un manque de moyens parce que allouer beaucoup de moyens pour des centres de formation, pour des terrains, c'est très bien. Mais il faut aussi penser à son football de club, c'est l'énergie vitale de toute sélection nationale. Vous pouvez le vérifier en Afrique. On l'a vu avec la Côte d'Ivoire, qu'on décriait, oui, la Côte d'Ivoire, c'est que des expatriés. On l'a vu avec Westport qui a atteint la finale de la CAF. Voilà, le football local, c'est le sang des sélections. Alfred, on le sait, dans plusieurs pays africains, il y a ce problème de la professionnalisation du football qui se pose. C'est clairement un manque de moyens. Oui, c'est en effet l'un des facteurs explicatifs. La plupart d'ailleurs ceux qui s'engagent à soutenir les clubs, c'est presque du bénévolat, puisqu'ils n'en tirent pratiquement rien, alors qu'ici les dirigeants visent justement à accroître les ressources des clubs. Ce qui fait effectivement que le gouvernement et la fédération doivent avoir une politique dans ce sens-là, puisque la fédération est partiellement financée par la CAF, par la FIFA et puis par l'État. Donc effectivement, il faut voir comment l'État peut s'engager auprès de certains clubs pour les soutenir jusqu'au moment où pourrait trouver des véritables mécènes qui s'y engagent et dans la durée, parce que c'est ça le vrai problème. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Au Nigeria, 54 militaires ont été condamnés à mort ce mercredi par une cour martiale. Ils avaient refusé de participer à une opération contre le groupe terroriste Boko Haram, s'estimant sous-équipés pour cette mission. Et au Burundi, tous les partis politiques de l'opposition, unis pour la première fois, ont demandé ce mercredi une démission immédiate de la commission électorale nationale indépendante. Ils l'accusent d'avoir participé à une fraude massive au moment de l'enrôlement des électeurs. Samy, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause en instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.